que c'était la grande offensive qui allait mettre un terme à la guerre. Le roulement de tonnerre de l'artillerie nous a énormément impressionnés. Ça a commencé d'un seul coup et continué encore et encore. Le roulement de tonnerre des canons. On parvenait presque à distinguer le son de chaque type de canon. Ce déluge de bombes est destiné à briser aussi bien les défenses que les volontés adverses. Une fois le bombardement terminé, l'infanterie devrait être capable de progresser facilement à travers le No Man's Land, ouvrant des brèches que la cavalerie pourra exploiter à volonté. À 19 ans, le fantassin Arthur Wagstaff est animé d'une foi aveugle en la stratégie britannique. La veille de l'offensive, on avait reçu l'ordre de ne pas courir, mais d'aller vers les lignes ennemies, en marchant au pas. On pensait que les bombardements avaient suffi à mettre hors de combat une bonne partie des Allemands en première ligne. Et qu'avec un peu de chance, quand on arriverait là-bas, il n'y aurait plus grand monde pour nous accueillir. L'offensive doit commencer à 7h30 du matin. Les hommes partiront à l'assaut, vague après vague, sur un front de 45 km. Même si la confiance est au beau fixe, alors que le moment de vérité approche, tous les officiers, y compris les plus impatients d'en découdre, commencent à sentir la tension monter. On ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un peu peur. Mais il était hors de question de le montrer. Il fallait garder ça à l'intérieur. Vous étiez entouré d'un tas de bons petits gars. Des bons petits gars qui étaient venus jusqu'ici combattre pour leur pays, pour répondre à l'appel de Kitchener. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Et si vous étiez le premier à prendre une balle, eh bien tant pis. Alors qu'ils attendent avec impatience le signal de l'attaque, rares sont ceux qui se doutent qu'ils vont être les acteurs, dans les heures qui viennent, de l'une des journées les plus sanglantes de l'histoire des armées britanniques. Le 1er juillet 1916, au petit matin, plus de 120 000 soldats britanniques attendent le coup de sifflet qui lancera l'une des batailles les plus tristement célèbres de l'histoire, la bataille de la Somme. Pendant une semaine, l'artillerie a fait pleuvoir obus, shrapnel et gaz toxiques sur les lignes allemandes. L'assaut terrestre qui doit suivre est censé être une simple promenade de santé. L'état-major britannique a une telle confiance en sa stratégie qu'il a permis à des caméras d'enregistrer le triomphe pour le diffuser dans les salles de cinéma britanniques. Mais alors que le déclenchement des hostilités approche, il n'y a personne pour sourire à la caméra. Car ces fusiliers n'ont aucune raison de sourire. Et pourtant, ils ne savent pas, comme la majorité des hommes en première ligne, que les bombardements intensifs ont à peine endommagé les défenses ennemies. Les Allemands ont essuyé les tirs bien à l'abri enterrés au fond de leurs cagnards fortifiés. Maintenant, ils attendent, le doigt sur la gâchette de leurs fusils et de leurs mitrailleuses. Comment ces hommes pouvaient-ils savoir que dans la prochaine demi-heure, ils seraient presque tous étendus morts ou blessés sur le champ de bataille ? Alors que les gros canons se sont tus et que les fantassins de première ligne s'apprêtent à monter à l'assaut, une série d'énormes mines explose près des positions allemandes. Elles sont censées détruire les fortins ennemis, offrant ainsi un abri aux troupes en train d'avancer. 2 minutes plus tard, la bataille de la Somme commence. Depuis sa position surplombant le champ de bataille, l'estafette Tom Dewing bénéficie d'une vue imprenable sur le drame qui est en train de se dérouler. Je me souviens de la mine qui montait vers le ciel. On nous avait prévenu que l'explosion irait vers le haut. Il y a eu cette explosion terrible. Et ensuite, quelques secondes plus tard, le sol s'est mis à trembler. Juste après l'explosion. À 7h30 précise, les sifflets donnent partout sur la ligne de front le signal de l'assaut. Les hommes se bousculent alors pour passer par-dessus le parapet et foncent vers les lignes ennemies.
En quelques minutes, des milliers de soldats sont taillés en pièces par les mitrailleuses et les shrapnels allemands. Au nord de la ligne de front, Arthur Wagstaff vient de franchir le parapet avec les hommes de la 56e London Division près du village de Gommecourt. On a sauté hors de nos tranchées à l'instant où on en a reçu l'ordre. Le sergent-chef de la compagnie était assis sur le parapet en train de crier « Allez les gars, grimpez, on y va, grimpez !» Dès que mon tour est arrivé et que je suis sorti de la tranchée, j'ai vu 2 ou 3 copains, dont 2 frères, étendus raides morts. Ils avaient été fauchés par le feu nourri des Allemands. Là, on a parcouru du regard la ligne de front et on a réalisé qu'on n'était plus très nombreux. Dans ce bosquet plus au sud, le bataillon Lonsdale s'apprête à partir à l'assaut de la ferme Mouquet, un camp retranché allemand sur ce terrain découvert. Parmi les soldats attendant fébrilement que soit donné le signal de l'assaut, Fred Francis, 22 ans. À l'heure H, au moment où on s'apprêtait à sortir du bois, le colonel m'a tapoté l'épaule en me disant « Bonne chance, petit ». Mais ils nous ont abattus comme au tir au pigeon. On s'est fait faucher. Ils nous ont hachés menus. Un peu après 7h30, l'estafette Tom Dewing embrasse toute la vallée du Regard, alors que les hommes de la 34e division progressent le long d'un terrain pentu vers les positions allemandes. Pour commencer, il y avait un peu de brume. Ajoutez à cela l'énorme quantité de fumée dégagée par les tirs de barrage, et vous comprendrez qu'on n'y voyait pas grand-chose. Quand la brume et la fumée se sont dissipées, on a pu voir les fantassins avancer. Dans certains cas, ils n'allaient pas très loin. Ils se faisaient balayer. Quelques secondes après avoir quitté le couvert de la forêt, Fred Francis est touché à la hanche par un tir de mitrailleuse. Autour de lui, les hommes tombent par grappes. Dès que je suis tombé face contre terre, j'ai mis mon casque en métal sur ma nuque. Et je pouvais entendre les shrapnels tomber. Je les entendais tomber sur mon casque. Je me suis dit, c'est la fin du bataillon de Lonsdale. Il n'en restera rien après ça. Et effectivement, il avait disparu. C'est là qu'il a été anéanti. Je crois que je suis le seul survivant du bataillon d'origine. Les blessés et les morts sont si nombreux que la tâche des brancardiers chargés de les évacuer en devient dangereuse et épuisante. Mais alors que la bataille fait rage, ils n'ont guère le loisir de penser à la précarité de leur situation. À 20 ans, Joe Yarwood, représentant de commerce dans le civil, a rejoint le corps médical de la Royal Army après s'être vu décerner une plume blanche, symbole de lâcheté. Mais aujourd'hui, il va prouver sa bravoure. On marchait comme des automates. Il fallait faire des allers-retours permanents et on n'avait pas trop de temps de se poser des questions. Vraiment, on ne pouvait pas se permettre ce luxe. Il fallait se débarrasser des corps aussi vite que possible. C'était aussi simple que ça. Encore et encore et encore.
Le premier que j'ai évacué, c'était un pauvre garçon touché à la tête. Il a fallu le soulever pour l'étendre sur un brancard et ensuite l'emmener. C'était un sentiment très inconfortable parce que le pauvre venait de prendre une balle dans la tête et qu'on s'attendait nous aussi à être touchés n'importe où, n'importe quand. On a donc emmené ce pauvre garçon avec un brancardier qui marchait derrière en lui tenant le poignet parce qu'on avait remarqué que les blessés avaient tendance à arracher leur bandage. Et ça n'a pas loupé. Quand on l'a posé, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, comme un pauvre idiot, j'ai eu pitié de lui et je l'ai étendu sur ma tunique. Et pour me montrer un peu de gratitude, il n'a rien trouvé de mieux que de la recouvrir de vomi. Quoi qu'il en soit, on a réussi à évacuer ce pauvre diable. Et par la suite, je me suis renseigné sur son sort. Ses camarades de régiment m'ont affirmé qu'à Bradford, ou quelle que soit la ville d'où il venait, il se baladait avec une plaque en métal dans la tête. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles ce matin. Dans le secteur sud, une percée significative est opérée. C'est là que Richard Hawkins est monté à l'assaut. On a avancé vers les tranchées de première ligne. Chaque homme s'était vu remettre un paquet de cigarettes. C'est stupide à dire, mais moi, je suis monté au front en fumant une Number 7 Abdullah. Je ne sais pas pourquoi, et peu importe de toute façon. À 7h30, par une belle matinée, nous avons tous sauté par-dessus le parapet. La journée s'est très bien passée pour nous. Le Manchester Regiment, à notre droite, était tenu en respect par les Allemands. Tout comme l'autre régiment, à notre gauche. Et c'est la seule raison pour laquelle nous avons dû stopper. Autrement, comme l'a dit je ne sais quel idiot, nous serions allés jusqu'à Berlin. Cependant, d'éclatants succès comme celui-ci ne sont pas la règle, mais l'exception. À la fin de la première journée d'offensive, près de 20 000 Britanniques ont trouvé la mort et 40 000 sont blessés. La journée la plus sanglante de l'histoire de l'armée britannique. Arthur Wagstaff la passera dans un trou d'obus, cloué au sol par le feu des mitrailleuses. Il ne s'en extirpera qu'à la nuit tombée pour découvrir que son bataillon a presque été anéanti. On s'est dit qu'on avait eu de la chance quand on a descendu la tranchée de communication jusqu'à ce minuscule village. On s'est dit qu'on avait eu de la chance de survivre à cette journée. Parce que ça avait été une épouvantable boucherie. Pour ces miraculés, entendre l'appel du bataillon à la tombée du jour est déchirant. Comment décrire ce sentiment ? Là où vous étiez habitué à voir un bataillon entier, vous ne voyez plus qu'une poignée d'hommes. Et nous n'étions pas les seuls à nous sentir écœurés. J'ai vu les colonels sangloter, assis en face de ce qui restait de leurs hommes. Il y avait si peu de survivants, si peu. Les jours suivants, la troupe épuisée attend de nouveaux ordres, car la bataille doit continuer. En effet, alors que l'ampleur de la catastrophe commence à s'ébruiter, les autorités ont besoin d'une victoire, même la plus modeste. Le général Haig et ses homologues français décident donc de renforcer leur action dans le secteur sud, où des avancées significatives ont eu lieu. Entre-temps, des troupes fraîches ont été envoyées en première ligne à la place de celles qui ont été décimées. Une hécatombe que ne manque pas de noter Norman Collins, jeune officier de 19 ans, qui rejoint la bataille de la Somme au sein des Seaforth Highlanders. À ce moment-là, on connaissait déjà les horreurs de la guerre. On venait compenser des pertes.
On savait que pour chaque homme qui arrivait sur le front, il y avait un homme mort ou à l'hôpital. On en avait tout à fait conscience. Archie Richards, 19 ans, débarque sur la Somme depuis ses Cornouailles à la fin de l'été. Il fait partie d'une unité surentraînée jouant un rôle clé dans un plan secret destiné à écraser les défenses allemandes. C'est un tableau particulièrement macabre qu'il découvre. En bien des endroits du front, les morts sont restés là où ils sont tombés lors des premières semaines de combat. En montant en première ligne, il a fallu qu'on traverse les vieilles tranchées. Il y avait des corps partout et tout le reste. L'odeur était terrible. Et il faisait chaud. Des jambes et des pieds sortaient de terre dans les tranchées. Des corps en putréfaction, c'était terrible. Mais pour des hommes comme Robbie Burns, 20 ans, originaire de Glasgow, qui est au front depuis 1915, ces horreurs font désormais partie de la vie quotidienne. On connaissait la musique, on savait ce que c'était de dormir, on savait ce que c'était de manger, on savait ce que c'était de passer par-dessus le parapet. Oh oui, c'est sûr, on s'endurcit et on passe son temps à se demander quand ça va s'arrêter. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et vous rêvez d'une blessure légère n'importe où, mais pas trop grave. Certains sont à ce point prêts à tout pour échapper à la boucherie qu'ils ne rêvent que d'une Blighty One. Une blessure pas suffisamment grave pour mettre leur vie en danger, mais qui nécessite un traitement au pays. Le gars à côté de moi était étendu sur le ventre, les jambes en l'air, comme ça. Il était vautré là, les jambes en l'air. Et je lui ai dit, baisse tes jambes. Pourquoi? Tu vas te faire tirer dessus. C'est ce que je veux. Il me dit, je veux prendre une balle dans la jambe, comme ça j'ai une Blighty et c'est fini pour moi. Je veux une blessure à la jambe. C'est mieux que de se redresser et d'en prendre une dans le ventre. Il voulait être blessé à la jambe. J'ai dit à un autre gars, c'est une bonne idée ça. Alors il a fait pareil. Il suffit de s'allonger sur le ventre et de lever les jambes en espérant se prendre une balle. Et comme ça finit la guerre. Dans de telles conditions, les hommes développent un lien inébranlable, et certains officiers en viennent à éprouver une affection paternelle pour les soldats sous leurs ordres. Il y avait un sentiment de fraternité très fort. On avait de l'affection pour nos subordonnés. Aucun doute à ce sujet. Quand un homme de sa compagnie est blessé ou tué, il est du devoir d'un officier d'en informer la famille. Mais alors que les pertes grimpent en flèche, il devient de plus en plus dur de s'acquitter de cette tâche, même pour les plus diligents. Parfois, il y avait 60 lettres à écrire et on ne savait même pas qui était le soldat dont on parlait. Mais on essayait malgré tout d'écrire une jolie lettre au père ou à la mère, parce qu'on avait de la peine pour eux. On comprenait ce qu'ils ressentaient. Des milliers de lettres seront ainsi écrites avant que la bataille de la Somme ne s'achève. Mais entre-temps, les Britanniques s'apprêtent à lâcher sur le champ de bataille une nouvelle arme qui, ils l'espèrent, leur offrira la victoire. Archie Richards a été choisi pour faire partie du tout nouveau corps de blindés. Comme bien d'autres après eux, les premiers équipages de tankistes furent éberlués de découvrir ces machines géantes. Mais ils comprirent bien vite leur redoutable potentiel. Quand on les a découverts, on a commencé à discuter. Et on s'est demandé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils avaient des chenilles, un moteur, et ils avançaient en rampant. C'est comme ça qu'on les voyait. Des rampants cuirassés. C'est comme ça qu'on les appelait. Bien sûr, quand on est monté dedans et qu'on est allé faire un tour, on savait parfaitement à quoi ils étaient destinés.
Et quand on est entré à l'intérieur et qu'on a vu l'armement, on s'est dit, c'est bon. Alors que la bataille de la Somme entre dans son 3e mois, les équipages de tankistes se préparent pour leur baptême du feu. Le monde s'apprête à entrer dans l'âge des blindés. Tout au long des mois de juillet et août 1916, les Alliés ont péniblement progressé sur le front de la Somme. Quelques avancées ont eu lieu, aussi bien au nord qu'au sud, mais moyennant un coût énorme. Début septembre, le général Haig prône à nouveau l'offensive à outrance pour percer les lignes allemandes une fois pour toutes. Toutes les divisions disponibles doivent être mobilisées dans l'espoir d'écraser les positions ennemies entre les villages de Flers et Courcelette. C'est l'offensive britannique la plus ambitieuse depuis le début de la bataille de la Somme. L'assaut sera aussi l'occasion de dévoiler la toute nouvelle arme secrète britannique, le char d'assaut. Ces véhicules blindés ont été conçus pour se frayer un chemin dans le No Man's Land, écraser les barbelés et détruire les casemates abritant des mitrailleuses. Pourtant, ces chars n'ont encore jamais été utilisés au combat, et Haig est bien conscient des limites potentielles de ces monstres mécaniques. En conséquence de quoi, il ne sait pas exactement comment les employer. Mais dès le début, la vision des chars d'assaut se mettant en position pour monter au combat galvanise le moral des fantassins qui doivent s'élancer à leur suite. J'étais dans ma tranchée avec les autres quand j'ai entendu un ronronnement démarrer. Je me suis demandé ce que c'était que ce bruit. Il est devenu de plus en plus assourdissant. Je me suis dressé sur le marchepied de la tranchée et là j'ai vu ce que chez nous en Écosse on appelle un rouleau compresseur à vapeur. J'ai dit aux autres regardez et ils ont tous regardé. Certains sont même montés sur le parapet pour mieux voir. Et ils ont vu que les Allemands avaient fait pareil. On voyait ces choses avancer, suivies de 5 ou 6 soldats, en train de courir derrière, baïonnette au fusil. La bataille de Flers-Courcelette commence le matin du 15 septembre 1916. Cette crête, à 3 km au sud de Flers, faisait partie de la ligne de front britannique. Et c'est ici que le jeune George Laos, 19 ans, attend anxieusement le début de l'offensive. J'étais comme ça, dans la tranchée, avec une cigarette, ma dernière cigarette, entre les doigts. Et je tremblais. Je n'ai pas honte de vous le dire. Je suis passé par-dessus le parapet, j'ai couru et je me suis allongé par terre. Je pouvais entendre les balles passer en sifflant autour de moi. J'ai vu une colonne de soldats allemands se diriger vers le haut de la tranchée. Je me suis dit, mon Dieu, ils viennent vers nous. Mais finalement, ils se sont éloignés. Là, je me suis mis en marche. Dans la confusion de la bataille, George s'est égaré dans ce bosquet près de ses champs. Mais il reçoit vite l'ordre de retourner au combat. Un officier que je ne connaissais pas est sorti de nulle part en courant. Il agitait son pistolet en nous disant « Les gars, c'est par ici. J'abats le premier salopard qui part dans l'autre sens. » J'ai essayé de le suivre alors qu'il repartait pour le front, mais j'ai encore réussi à me perdre. J'ai traversé les bois, j'ai coupé à travers champs en marchant dans les labours. Là, j'ai vu un char. Le char avançait aussi à travers champs. Il s'est arrêté à mi-chemin. On était à peu près à 3 km de Flers. C'est le char D7, dont l'artilleur n'est autre qu'Archie Richards. Il est tombé en panne à quelques encablures de son point de départ. Et il était loin d'être le seul. Le premier jour de la bataille met en lumière les défauts criants de la toute nouvelle arme britannique. Sur les 49 chars d'assaut prévus au départ,
seuls 32 ont pu être engagés dans les combats. Et sur ces 32, 14 tombent en panne, échouent dans des trous d'obus ou sont neutralisés par le feu ennemi. Mais pour ceux qui tiennent le coup, l'effet est spectaculaire. Dès qu'Archie et son équipage peuvent embarquer à bord d'un nouveau véhicule, ils avancent tel un rouleau compresseur. Rien ne leur résiste. Il fallait qu'on roule sur des morts qui étaient déjà là, ou alors qu'on venait de tuer. S'ils étaient sur votre chemin, il fallait leur passer dessus. Un char ne devait jamais dévier de sa route, sous aucun motif. Tout ce qui comptait, c'était sa mission de combat. Vous oubliez tout sentiment humain quand vous combattez. Vous vous dites, c'est lui ou moi. Vous comprenez? C'est moi d'abord. Sur le moment, vous n'avez plus la moindre humanité. Après, oui, peut-être. À l'intérieur des chars d'assaut, les conditions sont à peine supportables. L'atmosphère avait de quoi vous rendre malade, vraiment. Particulièrement si vous étiez au combat et que toutes les trappes étaient fermées. Des échardes arrachées à la mitrailleuse volaient. Il y avait des étincelles partout. Le bruit était assourdissant. Avec nos armes qui tiraient, les armes des Allemands, les mitrailleuses, le son du moteur, etc., etc. Oh oui, c'était un sacré choc. Mais malgré ces conditions éprouvantes, quand un char parvient à atteindre les tranchées ennemies, l'effet est spectaculaire. Les Allemands se rendent par centaines, alors qu'un vent de panique souffle à travers leurs lignes. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil avant. Et quand ils ont vu qu'en plus, les chars étaient armés de petits canons et de mitrailleuses, ils ont tout de suite déposé les armes. C'était étonnant. On n'avait même pas le temps d'arriver au sommet de la tranchée qu'ils sortaient déjà les mains en l'air. Une semaine après le déclenchement de l'offensive, le village de Flers est entre les mains des Britanniques. Même si les chars ont révélé leurs points faibles, ils ont joué un rôle indéniable dans ces succès et leurs équipages sont salués comme des héros. Pourtant, la grande percée attendue n'a pas eu lieu. Les troupes britanniques n'ont pas réussi à percer les défenses ennemies et les impressionnantes fortifications allemandes sont pour la plupart toujours en place. Pire encore, les combats ont lieu dans des conditions de moins en moins supportables. Les explosions ont complètement labouré le champ de bataille et par endroits, les positions britanniques avancées se réduisent à des trous d'obus vaguement reliés les uns aux autres. Faire parvenir de l'eau ou de la nourriture aux troupes de première ligne est devenu un cauchemar logistique. Le 13 novembre, les Alliés lancent une attaque sur Beaumont-Hamel, un village qu'ils ont déjà tenté de prendre sans succès le 1er juillet. Ce jour-là, le régiment royal de Terre-Neuve a pratiquement été anéanti lors de l'offensive. Les corps des soldats canadiens jonchent encore le champ de bataille. Alors que l'heure de vérité approche, un jeune officier de 19 ans, Norman Collins, prodigue ses derniers encouragements aux hommes sous son commandement. Vous regardez votre montre en attendant leur hache et vous regardez vos hommes. Vous vous assurez que ces hommes, qui vont sauter par-dessus le parapet avec vous, à gauche et à droite, sont équipés et prêts au combat. Et ensuite, vous les encouragez, à droite et à gauche, à vous suivre, comme un seul homme. D'une certaine manière, vous êtes leur berger. Vous vous occupez de votre troupeau aussi bien que possible. C'est la seule description que je peux vous donner. On était des bergers. Oui. Pendant tout ce temps-là, je savais parfaitement que j'avais aussi peur que les autres.
et j'espérais avoir une toute petite chance de survivre. Après une lutte héroïque, Beaumont-Hamel est enfin pris. Mais pour Norman Collins, l'heure du repos n'a pas encore sonné. On lui a confié une tâche macabre. On m'a demandé de récupérer les hommes fraîchement tués, ce que j'ai fait. J'ai utilisé des porteurs de brancards, mais malheureusement, certains d'entre eux étaient apparentés aux morts qu'ils devaient ramasser, ce qui était assez bouleversant. Pour certains, c'était leurs frères ou leurs cousins, en particulier dans le régiment écossais. Ils étaient si nombreux à porter le même nom. Ces noms de clans, vous savez, comme MacLean. Ils étaient très très affectés. Et il ne doit pas seulement enterrer les hommes de son régiment. Là, on m'a demandé de retourner dans le No Man's Land, ou plutôt dans ce qui était le No Man's Land, et d'enterrer les anciens cadavres, c'est-à-dire les hommes du régiment de Terre-Neuve qui avaient été tués là le 1er juillet. Le premier que j'ai vu avait le poil qui continuait à pousser. Sa barbe continuait à pousser. Et quand je l'ai touché, j'ai vu les rats étalés. Il ne restait rien sous les chevilles, à part un os. C'est là que j'ai réalisé ce qu'était la mort. Une mort terrible. Peu après avoir mené l'attaque sur Beaumont-Hamel, l'unité de Norman Collins subit un violent tir d'artillerie. Quand j'ai entendu des cris de plus en plus forts, j'ai compris que l'obus allait être pour moi. Je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai su que j'étais touché. J'ai senti quelque chose à la main, et quand j'ai regardé, elle était couverte de sang. Je me suis retourné, et j'ai vu que tous mes hommes étaient à terre, morts ou blessés. Ils criaient. Certains d'entre eux étaient salement touchés. Faisant passer la vie de ses hommes avant la sienne, Norman aide les blessés à monter dans une ambulance, attendant que le dernier soit évacué avant d'y monter à son tour. Il venait de recevoir cette fameuse blessure légère, synonyme de retour à la maison. Je suis monté dans l'ambulance après avoir fait mon devoir jusqu'au bout. Et on est parti. Au fur et à mesure que l'ambulance avançait, on entendait le bruit du canon s'éloigner, s'atténuer petit à petit, jusqu'à disparaître entièrement. La bataille de la Somme s'achève le 19 novembre 1916. Après 4 mois de combat, les Alliés ont avancé d'à peine 10 km, au prix de 600 000 blessés et tués. Le débat pour savoir si Haig a eu tort ou raison de lancer une guerre d'attrition, c'est-à-dire destinée à saigner à blanc les forces ennemies, n'est toujours pas clos. Mais à l'époque, en 1916, la plupart des hommes suivirent ses ordres avec enthousiasme. Parmi eux, Robbie Burns, 20 ans, pour qui la guerre prit fin après avoir été touché par un éclat d'obus. Bien qu'il ait failli perdre sa jambe, il était ravi d'avoir contribué à l'effort de guerre. J'étais heureux, je savais que j'avais fait quelque chose pour mon pays. J'étais heureux et je le suis toujours. Oui, je me sens toujours heureux d'avoir participé à cette guerre et d'y avoir survécu. Parce que, comme on a l'habitude de dire, sans nous, beaucoup de personnes ne seraient plus là aujourd'hui. Je maintiens que beaucoup de gars ont donné leur vie pour en sauver bien plus. Et je suis toujours heureux qu'ils nous aient tous sauvés, qu'ils aient sauvé ce pays.
Comme lui, ils seront nombreux à devoir vivre avec une blessure jusqu'à la fin de leur jour. C'est le cas de George Laws, 19 ans à l'époque. Après presque 2 ans en première ligne, le bruit assourdissant des tirs d'artillerie l'a rendu quasiment sourd, faisant de lui un danger pour ses camarades et pour lui-même. En rentrant avec le sergent un soir, je l'entends me dire « Stop, stop !» Alors, on s'arrête près d'une haie et il me dit « On va attendre là 1 minute. » Moi, je lui demande « Pourquoi on s'arrête, sergent ?» Il me dit « Tu ne les as pas entendus passer au-dessus de nous ?» Je lui dis « Quoi ? Tous ces obus, tu ne les entends pas ?» Je lui ai répondu que non. Et lui me dit « Tu ne me sers vraiment à rien. » Je me suis mis à pleurer parce que j'étais devenu sourd. J'arrivais à peine à entendre les conversations. Alors, j'ai décidé de dire au sergent que j'allais me faire porter pâle le matin pour essayer de savoir d'où venait le problème. Sa surdité confirmée par les médecins, George est renvoyé en Angleterre où il passera le reste de la guerre à travailler la terre. Mais pour certains soldats de la bataille de la Somme, les blessures furent davantage morales que physiques. Car vivre dans une telle proximité de la mort endommage aussi bien les corps que les esprits. C'est à cette époque qu'un nouveau syndrome est découvert par les médecins traitant les soldats ayant combattu en première ligne. L'obusite. À la fin de la guerre, environ 80 000 soldats britanniques se sont vus diagnostiquer ce syndrome de stress post-traumatique débilitant, caractérisé par des tremblements et des crises d'angoisse extrêmes. Après avoir passé 2 mois éprouvants dans un tank pendant la bataille de la Somme, Archie Richards, 19 ans, commence à ressentir les effets psychologiques du combat en première ligne. J'ai eu le syndrome de l'obusite à l'époque. Aucun doute là-dessus, j'ai bien eu l'obusite. Je n'avais plus toute ma tête, vous savez. Vous vous sentez prostré? Vous vous sentez... je ne sais pas... vous vous sentez mal à l'intérieur. Vraiment mal. Vous vous prenez la tête comme ça, ce que je ne faisais jamais avant. À chaque fois qu'un gros obus s'écrase, il explose dans un bruit formidable, un bruit terrible. Je ne sais pas comment décrire ça, mais il s'écrasait dans un bruit vraiment terrible, parce qu'il tombait tout près. Et à chaque fois qu'un obus tombait, je me recroquevillais comme ça. Je n'avais jamais fait ça avant. Ça vous montre dans quel état de choc j'étais. Moi-même, je n'arrivais pas à y croire à l'époque. Je ne voulais pas y croire. Je pensais tenir le coup nerveusement, mais non. J'ai craqué. Ces symptômes se manifestent parfois des années après, y compris chez les soldats apparemment les plus solides. À 21 ans, Richard Dawkins est rapatrié en Angleterre après avoir été blessé lors de la bataille de la Somme. À la fin de la guerre, il connaîtra une carrière brillante dans la vente et la publicité. Mais il devra lutter avec une affection nerveuse, conséquence de son expérience en première ligne. Après la guerre, j'ai été gêné pendant pas mal d'années par des problèmes d'élocution. C'était un très léger bégaiement, très léger. Mais ça m'a parfois posé de gros problèmes en affaires. Devoir s'exprimer devant un parterre de gens lors d'une réunion, c'est nerveusement épuisant pour quelqu'un dont les nerfs ont été mis à mal par 19 mois de première ligne. J'avais aussi du mal à dormir, etc. Et pourtant,
C'est toujours avec une grande fierté et une vraie affection pour les hommes sous ses ordres que Richard évoque son expérience sous les drapeaux. C'étaient tous de très bons gars. On s'est tous amusés, énormément amusés. Vraiment. Personnellement, j'ai beaucoup aimé faire cette saleté de guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis beaucoup amusé. De toutes les horreurs vécues lors de la bataille de la Somme, pour beaucoup, la pire et la plus persistante est la perte de camarades. Après la guerre, Norman Collins est resté hanté par les fantômes de ceux qui avaient donné leur vie pour le roi et pour le pays. J'ai eu une vision. Je me tenais debout dans une tranchée et j'avais sous les yeux des jambes, des pieds qui marchaient, qui se suivaient mais sans tête, sans corps. Juste des pieds et des jambes qui avançaient. Tous ces hommes que je voyais, c'étaient les hommes tombés au combat. Ils marchaient, ils avançaient vers l'horizon, vers un endroit où je ne pourrais jamais les suivre. Tous les gens avec qui j'avais fait la guerre et qui n'étaient plus là. Tous, sauf moi.